Bonjour de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre cette réflexion au long cours que nous menons autour de la thématique vie privée, vie publique, avec cette question qui va nous occuper aujourd'hui, enfin maintenant tout particulièrement, quelles frontières, puisque le titre de la table ronde de ce début d'après-midi reprend exactement le titre de l'événement des entretiens d'Auxerre. J'ai d'abord une petite remarque. Je ne m'appelle pas Irène Herman, comme c'est écrit sur le, sur le programme. Je voulais vous dire toutes les excuses que Irène Herman, qui aime beaucoup les entretiens d'Auxerre et qui fait partie du conseil scientifique, professeur à l'Université de Genève, nous a fait parvenir. Elle s'est malheureusement cassé le pied et donc elle ne pouvait pas se déplacer, et donc tout naturellement, voilà, j'ai repris la responsabilité de cette table ronde avec un immense plaisir, bien entendu, et tout en lui souhaitant un prompt rétablissement, je vais essayer de la remplacer au pied levé, si je puis dire. Bon, donc dans cette table, à l'occasion donc de cette table ronde, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur, et je ne sais pas quels autres superlatifs encore je pourrais employer, de vous recevoir, Madame Michèle Perrault, qui, voilà, vous pouvez l'applaudir. Michèle Perrault, qui, au-delà de tous ces mérites que je vais essayer un tout petit peu présenter, même si je vais les cibler sur notre sujet, tellement vous avez été productive dans votre longue carrière, est aussi une figure, un exemple pour l'historienne que je suis. Et si je me suis engagée en histoire il y a un certain nombre d'années maintenant, c'est aussi grâce à ces grandes figures que vous représentez, mais aussi avec d'autres de vos contemporaines qui avaient résolument investi un territoire assez masculin et de manière brillante. Mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui, nous l'avons déjà traité il y a quelques années aux entretiens d'Auxerre, masculin, féminin, certains s'en souviennent. Et aujourd'hui, donc, nous allons évidemment affleurer à ces rivages, bien sûr, puisque le genre, l'histoire des femmes a à faire évidemment avec les frontières entre vie privée et vie publique, et votre nom s'est imposé dès la première réunion du conseil scientifique pour nous parler de ces frontières, justement. Alors je rappelle votre œuvre, comme je le disais, foisonnante, mais néanmoins je ne veux rappeler que quelques grandes stations, grandes étapes. La première, évidemment, l'histoire des femmes en Occident, 5 volumes, un best-seller traduit en plusieurs langues. Première fois, donc, véritablement qu'on offre ainsi un panorama extrêmement large sur ces oubliés, trop souvent oubliés, de l'histoire. Et vous avez d'ailleurs, par la suite, écrit un livre de réflexion sur cette entreprise éditoriale qui s'appelle Histoire des femmes et qui est paru en 2006 aux éditions du Seuil. Pour ce qui nous en concerne tout particulièrement, outre évidemment votre engagement dans l'espace public et dans la vulgarisation, la diffusion aussi des connaissances sur les femmes et évidemment sur les ouvriers qui était votre terrain d'origine, vous avez écrit un livre peut-être le plus personnel et peut-être celui qui qui approche le plus près de la thématique traduite aujourd'hui et qui a déjà été cité ce matin, Histoire de chambre, qui est paru au Seuil en 2009. Donc une enquête autour de textes, d'images, de récits considérés pour eux-mêmes, des portraits de chambres qui disent le monde, qui traitent du rapport au pouvoir entre les sexes, entre les générations, les âges, la mort, la naissance, etc. Donc, cher Michel, nous sommes effectivement très très heureux de vous recevoir, et en préparant cette table ronde, vous m'aviez dit que vous privilégieriez
le recoupement des frontières qui circonscrivent la féminité, l'intimité, et qui évoquerait effectivement donc la construction de ces frontières entre public, privé, intime. Donc troisième terme que nous n'avions pas retenu dans notre titre, mais qui a l'air de s'imposer et qui est très important, et en rapport évidemment sur votre expertise de longues années sur la différence des sexes et comment celle-ci s'est construite, a changé, a pu changer et s'est développée. Donc Michel, je vous donne la parole pour votre appréciation donc, de ce sujet. Merci, qui nous est posé. Merci de vos paroles, merci de votre présence. L'histoire de la vie privée a été initiée, on peut dire, par Georges Duby et Philippe Ariès. Ça fait déjà longtemps, hein, début des années 80, et j'ai eu la chance d'y être associé. C'est comme ça que je suis entré dans la vie privée. Bon, et il m'avait demandé de diriger le tome moderne, contemporain. Mais je lui avais dit, mais monsieur, 19-20e sur la vie privée, c'est beaucoup trop. Moi, je veux traiter du 19e. Et c'est comme ça que 2 volumes ont été dans l'histoire de la vie privée. Il y a Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, bien sûr. Et il y a 2 volumes sur la période contemporaine. Et c'est comme ça que personnellement, je me suis initié à la vie privée. Dans ces années-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc ça voulait dire qu'il fallait recourir aux sources et notamment plonger dans ce qu'on appelle maintenant, un peu grâce à Philippe Lejeune aussi, la littérature personnelle. Les autobiographies, les journaux intimes et les correspondances qui sont d'un grand intérêt. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc, moi, je vais vous parler de vieilles choses, si l'on peut dire, et rappeler comment les frontières publiques-privées... Alors, c'est vieux, hein, je vais surtout parler du 19e, mais on pourrait évidemment remonter plus loin. Après la Révolution française, il fallait reconstruire la société. C'était au fond la démocratie, mais il fallait l'organiser. Et à ce moment-là, il y a une théorie qui était d'ailleurs une théorie anglaise, c'était surtout développé en Angleterre, qu'on appelait la théorie des sphères. Hein, le public, le privé. Voilà. Et ça a été repris en France comme un principe d'organisation simple. On divise la société de cette façon-là. Le public... le public, c'est la sphère publique, naturellement, l'espace, tout cela. Et au centre du public, il y a la politique. Ça, c'est très, très important. Et on va le voir tout à l'heure, bien sûr, les hommes. Hein, on va voir que c'est une évidence à l'époque. Et puis le privé, la famille, pilier de la société, fondamentale. Hein. Et puis, nécessairement la maison, hein, voilà. Donc les 2 espaces comme ça. Et quand on regarde la définition de vie privée donnée par le dictionnaire Littré, grand dictionnaire du 19e, au milieu du 19e, ben, qu'est-ce qu'il dit? La vie privée doit être murée. Nul ne doit chercher à savoir ce qui se passe dans la maison d'un particulier. Définition tout à fait intéressante dont tous les termes pourraient être commentés. Hein. D'abord, l'idée de mur de la vie privée. Ça, très important. Hein. Nul ne doit chercher à savoir. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer la curiosité. Il y a l'idée du secret. Ce qui se passe, idée qu'il y a plein d'histoires, et c'est vrai, il y a plein d'histoires, dans la maison d'un particulier. La vie privée renvoie à l'espace de la maison. Voilà. La définition est évidemment très intéressante et on voit là l'influence, l'importance des murs de la maison, du regard, du secret. Hein, et
des secrets de la maison. On voit déjà un univers romanesque qui se développe. Bon, ce sont des frontières très dures qui sont faites à ce moment-là entre le public et le privé. C'est intéressant hein, par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Et ces frontières ne sont, au fond, percées que quand il y a des crimes, par exemple. D'où l'importance pour les historiens des archives judiciaires, parce que pour les historiens, ça leur permet de percer ce mur, justement. Et puis, d'autre part, les faits divers. Hein, les faits divers qui sont souvent, d'ailleurs, des faits criminels, et qui sont d'origine criminelle, et qui sont l'explosion du privé dans le public. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens s'y intéressent tellement, parce qu'ils pénètrent à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des faits divers. Par conséquent, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et le roman, vous voyez aussi à quel point la littérature, le roman va prendre en charge la vie privée. Hein. C'est romanesque, ça. Dans le public, on ne veut pas le savoir. Mais il y a Balzac, heureusement, qui est là, et quelques autres, pour nous raconter un petit peu ce qui se passe dans la vie privée. Ça, c'était ma première remarque sur les frontières. Et on y reviendra peut-être. Deuxième remarque, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sphères publiques-privées sont des équivalents des sexes. Hein? Le public, c'est les hommes. Hein? Avec au cœur et au sommet du public, la vie politique. Ça ne peut être que les hommes. Hein? Parce que c'est un pouvoir de décision, un pouvoir d'écriture, un pouvoir imaginaire, tout ce que vous voudrez. Le public, un homme public, c'est une très grande chose. Hein. C'est très important, c'est un petit peu l'idéal de la vie. Par contre, le privé, c'est pour les femmes. La famille, la maison, les rôles des femmes, c'est le privé. Attention, au XIXe siècle, sous le contrôle des hommes. Car le Code civil Napoléon de 1804 donne tout le pouvoir aux hommes dans le mariage. Les femmes célibataires avaient plus de droits, hein, mais les femmes mariées, elles rentrent sous le contrôle des hommes. Hein. Ça, c'est vraiment très clair. Ceci étant, les femmes ont le pouvoir, ont quand même un pouvoir, ce pouvoir privé auquel, évidemment, très souvent, elles tiennent. C'est important pour elles. Hein. Tantôt, elles le subissent, bien sûr, elles voient bien les contraintes, mais aussi, il y a un relatif consentement, bien entendu, qui se fait avec un honneur des femmes, un honneur des mères de famille, etc. Mais vous voyez à quel point c'est important pour les femmes, par exemple, de pénétrer dans l'espace public. Hein. Aussi bien l'espace public que des métiers, des professions, de la parole publique des femmes. C'est pas possible. Une femme ne peut pas parler en public, c'est impossible. Et ce sera un grand problème. Mais même dans l'espace matériel, hein, la rue. Une femme bien, pas toute seule dans la rue. Enfin, si, progressivement, si. Mais le corps très couvert, il y a une convenance du corps. Le corps des femmes en public, d'abord, elles ont toujours des chapeaux, les femmes bourgeoises au moins, et même moyennes bourgeoises, les cheveux étant l'érotisme par définition, l'attrait du corps des femmes. Donc, comme dit Rousseau, une femme en public est toujours déplacée. Une femme en public est toujours déplacée. Voilà, donc il faut en effet trouver sa place. Un deuxième exemple, c'est le café. Hein. Le café est un lieu des hommes au XIXe siècle. Les femmes, elles ont leur salon de thé, elles ont leurs petits desserts, leurs petites sucreries, etc. Hein. Et une femme au café, avec un homme, ça va, quand même. Mais toute seule, non. Et ma mère, qui est morte
âgée à 98 ans, me disait qu'elle avait encore du mal, c'est une femme du XXe siècle, elle avait encore du mal à entrer toute seule dans un café. Elle se sentait pas bien, elle se sentait un peu déplacée. Et puis, toutes les frontières publiques sont difficiles à remporter, notamment la frontière politique. Je pourrais évidemment vous raconter l'histoire des autres frontières, mais on n'a pas le temps. Mais les frontières politiques ont été particulièrement difficiles parce que justement, la politique et le monde de la décision publique, ça ne peut être qu'une affaire masculine. Et particulièrement en France, on pourrait faire une comparaison de différents pays, mais la République française, au fond, s'est construite sur l'immolation du roi. Il y a quelque chose de sacré dans la fondation de la République, avec la Révolution bien entendu, et ça ne peut être incarné que par un homme. C'était un petit peu les choses de l'époque. Alors par conséquent, il y a là des frontières. Bien entendu, ces frontières bougent. L'histoire n'est jamais immobile, jamais. Et dès le XIXe siècle, on voit les frontières qui commencent à bouger. Et elles vont bouger surtout à partir de la Troisième République joue un grand rôle parce qu'il se passe quand même des choses dans ce domaine-là. Et on voit progressivement les femmes, notamment, souhaiter aller dans la sphère publique, notamment avoir une instruction qui leur permette de s'approprier des choses pas tellement publiques, mais tout de même la lecture, les livres, aller dans une bibliothèque publique, ce qui n'était pas si simple, y aller progressivement, voilà, s'introduire, conquérir des espaces de savoir, de profession, de pouvoir, etc. S'approprier aussi, pouvoir gérer l'argent. Tout ça est très important. Donc les frontières bougent, elles vont bouger naturellement beaucoup plus au XXe siècle. On voit les différences se faire avec une revendication de plus en plus forte, notamment des femmes, pour pénétrer dans l'espace public. Avec parfois, de la part des hommes, le désir à pourquoi le privé, on n'aurait pas davantage, c'est agréable, c'est intéressant. Mais si l'on compare cette société que je viens de vous décrire avec des excès, parce que naturellement j'ai grossi peut-être un peu le trait pour que ce soit clair, comme cela est se différencie de notre société d'aujourd'hui dont on va parler maintenant. La société d'aujourd'hui, elle est fluide. Elle est très fluide. Elle est fluide dans sa circulation. Les hommes, les voyages, les migrations, l'argent, les modes qui changent tout le temps, les mœurs, etc., etc. Et puis, bien entendu, avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, Internet, voilà. Et cela modifie les rapports entre les sexes, qui ont été modifiés pour d'autres raisons, mais ça les modifie beaucoup. Dans le domaine des sentiments, il y a une fluidité des sentiments, il y a une fluidité des couples. L'idée du couple qui va durer jusqu'à la fin de la vie demeure peut-être une inspiration des amoureux, mais il y a beaucoup d'histoires quand même plus fluides et plus compliquées, et les changements sont plus nombreux. Autrement dit, il y a une espèce de rupture, d'explosion des murs, et le fameux mur de la vie privée que j'ai évoqué tout à l'heure, d'une certaine manière, il est fissuré de tous les côtés, mais on va nous en dire davantage maintenant. Merci. Merci beaucoup de cette présentation qui a le mérite effectivement de montrer, et c'est bien le rôle de l'historien ou de l'historienne, de montrer l'étrangeté du monde d'avant, de rappeler cette étrangeté à nous contemporains. Et en même temps,
Les exemples que vous avez tirés, il y en a deux qui m'ont énormément frappé. C'est le café, l'accès des femmes au café. Et dans certaines sociétés, ça reste extrêmement compliqué. Donc voilà, il y a une persistance peut-être de cette résistance. Et puis aussi la manière dont vous avez décrit la nécessité d'un vêtement correct qui cache les cheveux. Et nous ne cessons d'avoir des polémiques sur le voile dit islamique, en oubliant aussi cette particularité culturelle qui a été occidentale pour tout à fait le même type de raisons. Alors peut-être moins à motivation religieuse, mais en tout cas de contrôle du corps des femmes. Donc merci beaucoup de ce panorama extrêmement clair. Et je vais passer maintenant la parole à Philippe Artière qui, lorsque j'ai fait mes recherches pour préparer cette table ronde, a donc été votre étudiant. Et même doctorant. On ne le savait pas quand on vous a invité simultanément, mais écoutez, on est très heureux de cette filiation aussi, de ce passage entre directrice et docteur. Et donc, bon, mais maintenant, Philippe Artière, évidemment, on n'a plus l'âge du doctorant qu'il était, mais néanmoins, ces retrouvailles nous semble de bon augure. Donc, Philippe Artière est historien, lui aussi, directeur de recherche au CNRS, et donc la thèse qu'il a préparée sous votre direction s'intéressait aux autobiographies de criminels qui avaient été suscitées par un médecin du 19e siècle qui s'appelait le docteur Lacassagne et qui donc transcrivait ces fameuses autobiographies. Et voilà, ça vous a donné le goût de l'histoire, de l'archive, ce que vous appelez ordinaire, de l'archive mineure, de quelque chose qui évidemment ne fait pas, c'est pas les autobiographies des grands personnages, des rois ou de l'histoire telle qu'on a pu la faire, au 19e siècle en particulier, mais bien l'histoire de ces personnes anonymes qui s'expriment et donc qui là aussi passent par l'intermédiaire de ce docteur, mais par d'autres médiums, passent donc de la vie privée à la publicisation de cette vie privée. Alors là, il s'agit de criminels, mais là, on revient aussi à ce que vous nous disiez, Michel Perrault, sur le goût pour le fait divers. Et donc je pense que le docteur Lacassagne n'était pas non plus, avait aussi cette ambition peut-être de comprendre pourquoi on passait à l'acte criminel et donc à travers ses autobiographies. Et donc voilà, vous avez continué sur cette histoire que vous avez détaillée dans un livre qui s'appelle Rêve d'histoire pour une histoire de l'ordinaire qui est paru en 2006. Évidemment, votre dernier ouvrage, paru tout récemment, qui doit se trouver sur la table du libraire, s'intitule « Histoire de l'intime ». Il est paru donc tout récemment. Et évidemment, les questions que vous y posez, nous y sommes particulièrement sensibles et nous serions très heureux si vous en exposiez les meilleurs moments. Merci beaucoup de cette invitation ici. Merci de ce moment que nous avons réalisé premier. C'est une première fois pour Michel et moi, d'être ensemble réunis devant un public en ayant une affaire privée. Voilà, pas seulement privée et pour moi un immense honneur. Alors en fait, je vais essayer de partir du point où Michel Perrault s'est arrêté, ou tout au moins à partir du paysage que vous avez dressé, Michel, pour faire un certain nombre de focus sur des objets qui structurent un peu d'ailleurs ce livre, ou tout au moins qui le jalonnent. Ce travail qui n'est pas un travail original, mais qui est plutôt un travail de synthèse, un travail d'un historien qui vient après, ce que je suis, et un historien ou une historienne viennent toujours après d'autres historiens. C'est le principe d'un savoir cumulatif et d'un savoir aussi collectif. Et ces objets, il ne faut jamais oublier que l'intérêt pour l'histoire matérielle, elle est celle que un historien que Michel Perrault, vous connaissez bien, Daniel Roche, avait mis en avant
celui justement, notamment des vêtements, et de ce que sont ces objets qui sont portés, et de toute cette autre historiographie dont vous n'avez pas parlé, mais qui est l'œuvre de Michel et d'un certain nombre d'historiens et d'historiennes autour du corps et autour de l'histoire du corps. Et peut-être vous allez voir, un des motifs dont je voudrais parler là, c'est finalement cette question du corps masculin et du corps féminin dans son rapport au privé et dans son rapport au public, à travers 4 objets qui seront successivement le miroir, le journal intime, le tatouage et enfin le téléphone portable, pour faire une sorte de passage avec Michel Fouché dans quelques instants. C'est aussi parce que à certains égards ce corps du Code civil, ce corps de l'après-révolution est un corps qui va être à la fois, on va tenter de le murer, et puis et à l'intérieur de ces murs, ce corps et notamment et principalement le corps féminin va se regarder, se constituer et sortir vers l'espace public, à travers un certain nombre aussi grâce à un certain nombre d'objets. Et c'est un peu ça que je voudrais réfléchir cet après-midi, en tout cas poser quelques points, c'est-à-dire vraiment sur ces objets à double tranchant. En commençant donc par ce qui est peut-être celui qui est le plus ambivalent, qui est le miroir. D'abord, et peut-être faut-il le rappeler, ce 19e siècle dont nous parlons là est un 19e siècle qui est massivement bourgeois, et un certain nombre de ces objets dont je vais parler sont des objets qui sont dans la sphère bourgeoise, qui ne sont pas forcément partagés par d'autres, qui progressivement vont être commercialisés, vont sortir des appartements, vont sortir des maisons pour aller dans d'autres types de logements, et notamment ce que Michel Perrault, vous aviez beaucoup travaillé sur ces espaces de l'appartement et d'un appartement qui est de plus en plus séparé, avec notamment des cloisons. Donc le miroir, il a la particularité d'être à la fois un objet, il peut être un objet personnel, c'est-à-dire un objet juste pour soi, et puis aussi un objet comme dans l'armoire, le meuble, la psyché, un objet qui embrasse l'ensemble de la pièce. Mais ce miroir, dont Maupassant parle beaucoup dans Bel Ami, quand son héros monte les escaliers, ce miroir, il n'est pas seulement dans l'espace privé, il n'est pas seulement dans la chambre, il n'est pas seulement dans la chambre conjugale, il n'est pas seulement dans la salle de bain, j'y reviendrai, il est aussi dans l'espace public, dans un espace public, dans ces fameux passages dont on parle tant, passages urbains, passages parisiens, à travers les vitres, où ce privilège de pouvoir se voir et se regarder, là, devient quelque chose de plus général. Mais se regarder, c'est aussi être regardé, et être regardé à son insu par un jeu de reflets. Et si cet objet est intéressant, c'est qu'il est une manière de se constituer sa propre image, d'accéder finalement à quelque chose que l'on n'a jamais possédé. On oublie souvent que la photographie, sauf quand on pense à Bertillon, Alphonse Bertillon,
le photographe de la préfecture de police de Paris, la photographie est toujours une captation, une prise. On a parlé ce matin du droit. Bon, ben, prendre en photo quelqu'un, ben, c'est un geste d'une certaine violence. Et bien le miroir, c'est d'abord et peut-être, et dans un premier temps, une manière de s'approprier son image. Sous l'Ancien Régime, c'est un privilège. Au XIXe, c'est progressivement une manière de devenir sujet. Alors ça, c'est, je dirais, le côté face du miroir, le bon côté du miroir. C'est le miroir le petit miroir qu'on peut avoir devant soi. Et puis il y a l'autre, qui est évidemment ce miroir qui donne à voir ce qu'on n'a pas envie. Puisque le miroir permet de voir ce qu'on pourrait appeler le dos de l'histoire. Et permet aussi un contrôle. Bon, on a tous, aujourd'hui, on fait l'expérience des miroirs au coin des carrefours, mais il faut imaginer dans un autre monde qui est celui des prisons, dont Michel Perrault est une des principales historiennes. Et bien dans le monde des prisons, il y a un usage du miroir pour développer et d'une certaine manière absolument déployer le regard, c'est-à-dire le multiplier à l'infini, puisque avec les miroirs on peut regarder par un jeu de reflets plusieurs endroits en même temps. Et c'est peut-être là que se joue quelque chose autour de cette frontière. Deuxième objet, pour aller plus vite peut-être, parce qu'il est plus connu, et en même temps, c'est lui aussi qui nous a permis qui a été un tournant en fait historiographique majeur. Ce sont les écrits du fort privé, qui sont ces écrits que Michel Perrault, Alain Corbin, Philippe Lejeune et d'autres, en histoire, en littérature, en anthropologie, ont fait rentrer, non pas seulement comme une source, parce qu'évidemment, on a toujours écrit l'histoire avec des lettres, et notamment des lettres diplomatiques, mais comme un objet d'histoire. Et si j'ai pu faire cette thèse sur si cet objet était légitime, eh bien c'est parce que avant 1992, un certain nombre d'historiennes et d'historiens ont constitué ces écritures comme objet d'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement intéressés au contenu, mais à cette pratique. Et le journal intime ou le journal personnel a constitué de ce point de vue-là un cas absolument magnifique, parce que dans un premier temps, évidemment, et il y a maintes représentations de cela, le journal apparaît comme un espace de libération, un espace à soi, comme une chambre à soi. Or, Philippe Lejeune, dans Le Mois des Demoiselles, explique bien et montre bien à quel point le journal était au centre de l'éducation des jeunes femmes et des jeunes filles, et que d'ailleurs il s'arrêtait au mariage. Et que ce journal était pas comme les écrits pour le professeur Lacassagne, avec cette espèce de médecin qui regardait dans la cellule par-dessus l'épaule, mais que ce journal, il était aussi lu, très souvent lu, par la mère. Et que ce journal, il avait aussi pour fonction de construire on va dire une posture, une attitude, la pudeur. C'est-à-dire qu'il pouvait recevoir un certain nombre de choses qui n'allaient pas être dans l'espace public, qu'on n'allait pas montrer publiquement, des émotions. Et bon, ces journaux de jeunes filles étaient à la fois les réceptacles, effectivement, de toute une vie intérieure, permettaient finalement à cette vie intérieure aussi d'exister, mais étaient aussi une manière de les contrôler, un outil
un instrument. Et on a souvent discuté avec Philippe Lejeune sur cette tension finalement dans cet objet entre le caractère injonctif et le caractère libératoire. Évidemment, cette pratique du journal et des écritures, là encore, majoritairement féminine, et quand elle était masculine, elle était suspecte d'être un peu trop féminine, autrement dit d'être ce qu'on appelait une pratique d'inverti du sens génital. Et c'est tout ce discours qui émerge progressivement en opposition ou pour faire front autour du narcissisme. Parler de soi, non seulement ça ne se fait pas, écrire sur soi, c'est détestable. Et je dois dire que quand je fais cette petite parenthèse, une des choses extraordinaires avec le prix Nobel d'Annie Ernaux, c'est que ce soit une femme écrivaine qui l'ait eu, mais qu'elle l'ait eu avec une littérature qui était une littérature qui, je me souviens, je pense qu'un certain nombre ici s'en souviennent, était déclassée. L'écriture autobiographique dans les années 80, quand La Place paraît, oui, c'est du témoignage, oui, c'est de la littérature sociologique. Bon, mais c'est pas, et ça c'est, je pense, très, très, très important. C'est-à-dire que c'est pas du narcissisme, non, s'écrire. Et se dire dans l'espace public. Ça, c'est juste pour peut-être passer à un troisième objet qui va vous paraître décalé, mais qui est plutôt masculin, celui-là. Qui est un objet qui... alors, est-ce vraiment un objet? C'est une inscription? C'est quelque chose, en tout cas, qui se développe à partir, pense-t-on, du retour d'un certain nombre de voyageurs, sans doute aussi avec le retour de la Grande Armée napoléonienne, c'est le tatouage. On n'a pas beaucoup de témoignages au XVIIIe de tatoués. Au XIXe, le tatouage... chez les hommes des classes populaires est de plus en plus massif. Alors, on le cantonne, on pense qu'il est cantonné aux prisons, mais en fait, quand ces médecins comme Lacassagne s'y intéressent, ils découvrent que les tatouages n'ont pas été faits en prison, mais ont été faits à l'atelier, ont été faits au moment de la conscription, où ont été faits, et que c'est finalement une forme d'écriture de soi, ou une forme en tout cas de journal personnel, du degré zéro, pour paraphraser Barthes, degré zéro de l'autobiographie. Et si j'ai voulu choisir cet objet, c'est parce que lui, vraiment, il est à la frontière. C'est-à-dire que le tatouage sur le torse, on pense qu'on ne le voit pas. Mais il y a les ouvriers dans la rue qui travaillent au XIXe siècle, ils n'ont pas des combinaisons fluorescentes, hein. Ils sont torse nu. Donc on les voit, voire même ils inscrivent sur le front certains, enfin ils mettent sur le front, sur le siège, comme on disait à l'époque, le siège du tatouage, c'est sur le front. Enfant du malheur. Donc c'est une adresse de quelque chose qui est extrêmement intime et puis qui renvoie, voire essaye de déclencher une réaction chez le piéton, enfin chez le passant, chez l'autre. Mais cette pratique du tatouage, elle est aussi très intéressante parce que elle est fondamentalement, je l'ai dit, intime, au sens où, pour un certain nombre d'individus, c'est le seul lieu, le corps devient le seul lieu de quelque chose qui leur appartient. Ma peau, elle m'appartient, et je décide d'y inscrire quelque chose, un dessin. Il y a beaucoup de témoignages sur des chefs-d'œuvre
littéralement peint sur le dos de certains hommes. Assez peu de femmes d'ailleurs tatouées, beaucoup de prostituées comme on disait à l'époque, mais cette pratique, elle est massive chez les hommes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi dans ce rapport privé-public un élément très fort, parce que c'est une manière de dire une appartenance à un corps de métier, de dire aussi un fragment de vie, le nom d'une femme qu'on a aimée, la première, mais également de s'affirmer comme sujet. Dans un monde, encore une fois, où ces individus n'existent pas, où ils existent comme population, pas comme individus sujets. Et ce jeu du tatouage, c'est aussi un jeu évidemment sur le cacher et le montrer, avec une dimension intime non négligeable. Bon, je finis en faisant un immense saut du tatouage, mais le tatouage, c'est peut-être aussi comme ça que c'est peut-être David Le Breton a beaucoup travaillé sur le tatouage, et assez récemment on a eu un échange autour de ça. C'est peut-être aussi une manière de le lire aujourd'hui, de lire ce que le tatouage dit encore de ce qu'est l'intime. Est-ce que finalement tous ces jeunes gens, puisque quand même étant né en 68, je n'en suis plus un, tous ces jeunes gens montrent, portent, exhibent, n'est pas de l'intime. N'est pas de l'intime par ailleurs dans une société où ils ont en gros deux choses, pour beaucoup: un corps, qu'ils revendiquent à la fois, on en a parlé à midi, le genre, ils revendiquent le look, ils revendiquent la couleur des cheveux, ils revendiquent plein de choses. Et puis, l'autre objet par lequel je vais finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est le téléphone portable. Ce téléphone portable qui est l'objet que l'enseignant ne doit pas saisir, ne doit surtout pas prendre. Il peut prendre tout sur la table, mais il ne peut pas prendre le téléphone portable. Et comme si le téléphone portable était désormais une partie du corps. Et d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre nous, je pense qu'on ne sort pas sans son téléphone. Avant, on ne sortait pas sans ses clés, mieux. Enfin, ce qui fait un pont extraordinaire avec ce que Michel vous disiez pour ouvrir, c'est-à-dire cette maison, cet espace muré. En fait, on ne sort pas sans son téléphone. Or, le téléphone, qu'est-ce que c'est si ce n'est un rapport au monde? C'est-à-dire, est-ce que l'intime ne serait pas désormais un extime? Et c'est un peu l'hypothèse que j'essaye de développer très modestement, et encore une fois en m'appuyant sur un certain nombre de travaux de personnes qui ont travaillé sur l'extime, et notamment sur l'ensemble de ces émissions télévisées, mais aussi, et puis on parlera demain de tout ce qui relève des réseaux sociaux, qui est encore un pas de plus. Donc dans cet objet peut-être début 21e siècle, qui est le téléphone portable, qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, cet objet, il est précisément à la frontière des deux. C'est bien, ce téléphone, c'est à la fois par là que vont rentrer beaucoup d'informations de l'espace public, et puis qui vont aussi circuler sur ce qu'on pourrait appeler non plus le jeu, mais le nous. C'est-à-dire ces communautés informelles, ou c'est informelles, enfin, je ne sais pas si elles sont informelles, elles sont en tout cas avec des identifiants très, très précis, et on ne partage pas cette estime avec n'importe qui. Et ça, c'est peut-être sur ce point d'interrogation, c'est-à-dire sur cette étrangeté pour moi en tout cas,
de voir que je suis passé de l'angoisse d'oublier mes clés à l'angoisse de ne pas prendre mon téléphone. Et surtout, de ce que finalement cet objet porte de notre rapport à, on va dire, au monde plus qu'au public, parce que en fait, est-ce que le public ne serait pas l'espace monde, et cet espace monde, eh bien, il est évidemment là, il remet largement en cause aussi ce qui est privé. Et je pense que, enfin, Michel Fouché, qui est spécialiste notamment des frontières, le voit là on va monter, on va faire du Google Maps et on va monter pour regarder les choses de plus haut, non? Merci beaucoup. J'ai des intervenants formidables. Ils font les transitions eux-mêmes. Donc je me demande où est ma place, mais c'est pas grave. J'ai été évidemment passionnée par les 4 exemples qui donnent véritablement à penser sur l'histoire des frontières, justement. J'aime beaucoup ce néologisme, puis-je l'appeler ainsi, que vous avez créé, ou que vous utilisez, en tout cas, l'extime, donc qui est le contraire de l'intime, finalement, ou qui est l'extension de l'intime dans l'espace public. Comme le disait mieux que moi Michel Perrault, l'histoire ne cesse de changer, et que bon, est-ce que on n'est pas passé de l'intime à l'extime? C'est peut-être pas une catégorie qui vient s'ajouter, c'est peut-être une catégorie qui vient se substituer à l'autre. Donc là, ça, je ne lis pas dans la... Une question. J'ai beaucoup aimé aussi la conclusion à laquelle vous arrivez, qu'on est toujours entre liberté et contrôle. Donc en fait, il y a quelque chose entre le privé et le public. Même si les frontières bougent, ça n'empêche pas que ça pose le problème toujours de la liberté de l'individu ou du contrôle. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement... qui donne beaucoup à penser. Enfin... Je dirais, face à ces objets, donc, y compris le tatouage, alors vous êtes resté prudemment dans le tatouage populaire des prisonniers, mais ça aurait pu être aussi les marins. Et puis, de nos jours, effectivement, vous en avez parlé, une jeunesse de plus en plus tatouée, et des tatouages qui sortent de l'intime, puisqu'on voit des coups entiers, des bras, voire des têtes chez certains, entièrement tatoués, donc où là, ça n'est plus de l'intime, ça n'est plus du privé, c'est vraiment de la présentation de soi vers l'extérieur. Et avec cette idée qui, moi, mais bon, c'est une question de génération, je suppose, et de classe sociale, qui, moi, me terrifie, c'est qu'en vieillissant, qu'est-ce qui va se passer avec ces... D'abord, voilà, les dessins vont perdre de leur netteté, certainement, et voilà. Bon. Donc, bref, c'est une question, mais qui dépasse notre propos aujourd'hui. Mais en tout cas, je fais le lien, alors c'est un peu acrobatique, mais malgré tout, je le fais. Tatouage, c'est aussi, quand on parlait des marins, c'était les marins qui venaient avec des représentations de perroquets ou de choses qui étaient extérieures, qui étaient de l'espace, de l'inconnu, etc. Et je pense que Michel, avec sa vertu de géographe, alors je ne présenterai pas trop longtemps Michel Fouché, parce que c'est un intime, si je puis dire, des entretiens d'Auxerre, vous le connaissez par cœur, c'est un géographe diplomate, ancien ambassadeur, et effectivement, comme l'a présenté Philippe, un spécialiste des frontières, sujet sur lequel il revient à plusieurs reprises, et je ne citerai pour cela que son dernier ouvrage, Le retour des frontières, enfin sur ce sujet, qui s'appelle maintenant Les frontières et qui est paru au CNRS en 2020. Donc Michel, ces frontières entre l'espace public, l'espace privé, comment vous les voyez avec votre esprit de géographe et d'analyste du monde qui vient?
le géographe est aussi sensible à la climatologie. Et donc, je voudrais, avec vous, réfléchir à la fois sur la fluidité des limites entre le dedans et le dehors, en distinguant ce qui se passe par temps calme et ce qui se passe par gros temps. Je vais commencer par le temps calme, le temps long, où on a vu, en effet, la mise en scène de segments de vie privée chez des personnalités politiques pour les rendre plus humains, plus proches de leurs électeurs et surtout de leurs électrices. Mais on observe l'inverse avec la prolifération des réseaux sociaux où des individus non seulement se tatouent, mais se créent des espaces intérieurs, un monde virtuel, plusieurs heures par jour sur les réseaux, qui débouchent sur des vérités alternatives sur le modèle américain. Je ne vais pas élaborer plus, mais ça c'est une question quand même qu'il faut interroger, c'est le statut de la vérité aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques ouvertes et connectées. Il y a bien entendu, mais là je parle sous le contrôle de Monique Dagneau, tous les effets sociaux des usages des nouvelles technologies. C'est évidemment la marque des milléniaux, c'est-à-dire les adultes des années 2000 et de leurs enfants. Il est clair que moi, qui suis né dans l'après-guerre, ça me bouscule. Ça me bouscule, d'ailleurs ce sont mes enfants qui me refilent leur matériel d'occasion, tout en refusant de me donner le mode d'emploi. Il y a également, c'est plus sérieux ça, l'ampleur, enfin spectaculaire, pas seulement en termes financiers, le rôle des firmes technologiques qui marchandisent la vie privée, qui contestent les institutions, pas seulement le fait de payer des impôts, là où on vend, et qui installent un esprit de recul et même de remise en cause de la notion même de limite et de règles collectives. Et on a assisté depuis 2 ans à une sorte de numérisation accélérée des interactions sociales. Je crois que c'est un facteur de durcissement des rapports sociaux. Chacun a l'expérience des répondeurs de nos institutions quand on a un petit problème. Mais il y a plus grave, je me souviens lors de ma visite récente aux États-Unis où je discutais avec un collègue journaliste du journal Le Monde à New York, qui me disait que aux États-Unis aujourd'hui, les jeunes se rencontrent uniquement sur Tinder. Donc je suis allé voir en France, il y a 2 700 000 usagers. Tinder, c'est un site de rencontre. Et c'est un site de rencontre qui favorise les rencontres à côté de chez soi. Moyenne d'âge 27 ans. Donc tout ça c'est connu, je n'ai rien de spécial à dire. Mais je reprends l'idée de Michel Perrault sur la sphère publique et le politique. Le politique est au cœur de la sphère publique. Et dans la petite vidéo que nous avons préparée avec Valentine et vous-même, madame, il y a eu 3 petites vidéos de 3 minutes présentant quelques éléments des entretiens dans les 3 dernières semaines. Je me suis intéressé au cas dont on a parlé cet été de la première ministre de Finlande, Sanna Marin. La plus jeune première ministre du monde, une mère de 35 ans, entourée d'une génération d'une coalition de partis dirigés par des femmes, moyenne d'âge 35 ans, qui sont extraordinairement compétentes. Elles ont été maires de communes avant, elles sont intéressées par la lutte contre le changement climatique, les inégalités, et évidemment, en Finlande, la défense de l'État-providence. Mais ce qu'on lui reprochait, c'était d'être austère. On lui a reproché d'être austère, austérité luthérienne, quand elle dirigeait la mairie de la 2e ville de Finlande. Et donc elle s'est dit, je suis obligée de publier des images de ma vie privée pour corriger cette austérité, des photos personnelles avec des amis, son mari, elle fait du sport, elle assiste à un festival de rock et malheureusement à une fête dansante dans sa résidence. Tout ça, ça a circulé. Elle a dû s'excuser et prouver qu'elle n'était pas droguée. Mais vous voyez, elle avait une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans une stratégie de recherche de reconnaissance publique, pour faire comprendre à la société finlandaise, dont la moyenne d'âge est plus grande que la sienne, que son âge, qu'elle était compétente, bien que femme et de 35 ans, qu'elle était parfaitement compétente. Et donc, elle a été obligée, au service de l'action publique, de mettre en scène sa vie privée. Donc, vous voyez, ça, bon, on en est tous là. Ça, c'est par temps calme. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, compte tenu de mes activités, c'est qu'est-ce qui se passe par gros temps et comment on revisite cette notion de sphère publique face aux menaces réelles ou menaces qui sont dans l'air, rhétoriques, verbales, et quelles sont les réponses sociétales que l'on peut apporter, et comment le constat que je viens de faire est interpellé par cette nouvelle situation. Le monde est dangereux, les Français le savent. Le dernier sondage sur les fractures françaises, la 10e vague d'enquête, et là je parle sous le contrôle d'Anne Muxel, la 10e vague d'enquête sur les fractures françaises, avec la Fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF, 2 octobre 2022, donne les éléments chiffrés suivants, quelques chiffres très simples. 89% des sondés considèrent que le monde est dangereux, la crainte est générale et généralisée. Mais derrière ça, il y a une autre question. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour vos valeurs? Et les valeurs, ce n'est pas seulement la sphère privée, c'est la liberté, la démocratie, etc. La réponse est positive à 52%. 64% de réponses positives pour ceux qui disent s'intéresser beaucoup à la politique. On retrouve, madame, politique et sphère publique. 61%, c'est les moins de 35 ans. Alors, je m'excuse pour ceux qui sont dans la salle, et j'en fais partie en termes de moyenne d'âge. Les anciens, qui sont plus sensibles au récit des guerres passées, sont finalement moins engagés, statistiquement parlant, que leurs descendants, dans cette idée que l'histoire est tragique. C'est quelque chose qui est partagé dans l'esprit des Français, qui n'est pas réservé à des gens comme moi qui ont eu l'enfance bercée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, ou plus tard, les petits frères par l'Algérie. Tout ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc les réponses, c'est attachement à une construction européenne efficace, même si l'insatisfaction sur la mise en œuvre. La guerre d'Ukraine a créé un sentiment d'appartenance à une Europe démocratique menacée par une autocratie. Et il y a bien l'idée qu'il y a une frontière de civilisation et une frontière morale à l'est de l'Ukraine, dont les élites russes se sont définitivement exclues. Ceux qui ont le plus pensé ça, en dehors des sociologues et des enquêteurs, c'est comme d'habitude les armées, qui sont très sensibles à l'état de l'opinion. Et on a constaté dans l'état-major des armées, là, récemment, ce qui se passait en Ukraine. L'idée, c'est qu'on a changé d'époque, d'échelle et d'enjeu, et que chacun doit faire le nécessaire pour s'y préparer. C'est une remarque du chef d'état-major des armées le 22 avril 2002 lors d'une prise d'armes, le général Thierry Burkhardt. Et c'est un concept que j'avais déjà trouvé dans un rapport de la Commission de défense de l'Assemblée nationale de février, mais aussi dans la lecture de Clausewitz, qui oppose les forces morales et les forces physiques. Je me suis évidemment inspiré de ça pour rédiger le tract Gallimard. Je suis désolé, aujourd'hui la maison Gallimard est très présente à Auxerre, sur la guerre Russie-Ukraine, avec l'idée que les forces morales finissent toujours par l'emporter sur les forces physiques. Mais qu'est-ce que c'est que les forces morales? C'est pas seulement les combattants, c'est aussi la société, c'est-à-dire la capacité psychologique à affronter, à surmonter l'adversité, entretenue par des qualités ou des vertus comme le courage, la solidarité, la discipline et la disposition à consentir des sacrifices pour le bien commun. Alors, il y a certains mots qui sont familiers des entretiens d'Auxerre, comme la solidarité, d'autres qu'on pourrait peut-être remettre sur le chantier. L'idée, c'est que le courage et la volonté sont des valeurs qui se construisent dans la durée. Donc ça, c'est le gros temps.
et une réponse possible. Face à un extérieur, un dehors qui est perçu comme menaçant, la tentation, c'est évidemment celle de prolonger la tendance, c'est-à-dire le repli sur un dedans protecteur. Hestia et Hermès est en guerre, allons nous réfugier chez Hestia, pour citer Jean-Pierre Vernant. Le dedans protecteur, c'est l'espace privé, intime, familial, amical. C'est quelque chose que chacun observe. Plus, évidemment, le choix de vie des millénaux, j'en ai parlé, la pandémie, le télétravail, la réévaluation du travail, de l'allocation du temps entre travail, famille et vie privée, le sens du travail, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, comme valeur d'émancipation, moi c'était ma génération, est aujourd'hui interroger tout le monde. Voilà. Donc d'une certaine façon, la tendance naturelle, c'est de prolonger l'attitude du temps calme, c'est-à-dire de considérer que face aux incertitudes du monde, la famille, le privé, la culture et la nature, la force du mouvement écologique est tout à fait considérable, peuvent d'une certaine façon, c'est mon interprétation, apporter une forme de consolation. On est à la recherche d'une consolation, pas seulement dans la littérature. Et donc on peut s'enfermer dans un refus du monde qui caractérise les sociétés privées de toute confrontation avec l'altérité, et de négliger la politique qui est au cœur de la sphère publique, dans un espace commun où il n'y a pas de différence. Donc je ne peux pas m'empêcher de citer ici Hannah Arendt. La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes. Il n'y a de liberté que dans l'espace intermédiaire propre à la politique. Donc les images et les voix de la guerre d'Ukraine interdisent un repli complet sur le dedans parce que cet extérieur menaçant est à nos portes. Ce n'est pas un extérieur lointain, c'est un extérieur proche, dont nous sommes au minimum spectateurs engagés. Donc il y a des endroits d'Europe où on meurt pour la patrie. Kantorowicz, Pro Patria Mori. Une nation en émancipation, un empire en déclin, liberté, autocratie. Donc, une réponse sociétale possible dans la sphère publique, c'est la réhabilitation de la notion de bien commun, qui est évidemment contradictoire avec le mouvement général et illusoire de repli sur soi. On ne peut pas affronter seul en famille et avec son smartphone les défis de la pandémie. La pandémie, le smartphone a été un peu utile, mais on ne peut pas modifier le changement climatique avec son smartphone, les aléas économiques, l'inflation et la transition énergétique. On peut faire quelques économies. Et si on a tendance au repli sur soi, je dirais individualo-familial, eh bien on transfère en quelque sorte son destin au mouvement populiste, comme on le voit, y compris dans un pays comme la Suède, qui est pourtant le modèle achevé de l'État-providence. Donc ma conclusion, c'est que ce dehors extérieur menaçant, ce gros temps, interroge cette tendance générale au repli sur l'espace privé, qui est maintenant bien installé, et si nous n'en prenons pas garde, eh bien certains mouvements politiques vont faire en quelque sorte du repli national leur doctrine en accord avec nos comportements individuels. Je conclurai d'un mot, je pense que la France n'est pas épargnée. Merci Michel de ce brassage à la fois en temps calme et en gros temps qui peut-être repose la question de la tendance lourde que tu soulignes d'un repli sur l'espace privé. Je dirais que, est-ce que tu le vois en tant que géographe et dans l'instant, enfin dans les dernières années, est-ce que cet isolationnisme des pays, de certains pays, on l'a déjà vu dans l'histoire, ce repli, il ne tient pas finalement. La frontière cède à chaque fois, pour des motifs pas forcément d'ailleurs
faire le bien, mais parce qu'il faut préserver quelque chose et que ce quelque chose est mis en danger par les turbulences extérieures. Donc cette frontière entre vie privée et vie publique que tu mets là aussi au niveau de la vie des États. Enfin, c'est aussi une analyse nation contre nation. Là, tu es plutôt un oiseau de mauvais augure. Hein. Tu augures plutôt de quelque chose de terrible qui va continuer à nous arriver. Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut? Est-ce que quelque chose peut sortir de cette dualité perpétuelle? Laissons de côté l'isolationnisme américain, qui est une tendance de fond, même s'il y a un peu du ralentissement, mais je crois qu'il faut regarder ce qui se passe en Suède. C'est le modèle type de l'État-providence. Et on ne veut plus des autres. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à vouloir protéger sa prospérité en se fermant. Et c'est ça où est l'illusion, parce qu'il faut quand même exporter. Vous voyez, donc il y a une contradiction que j'essaye de pointer entre, encore une fois, un mouvement général qui est bien installé et qui est appuyé par les GAFA, qui deviennent des grandes puissances, qui finiront sans doute par être régulés, comme on dit, aux États-Unis, il faut l'espérer. Après tout, on l'a fait autrefois avec les trusts pétroliers. Je crois qu'on a de nouveau à face de nous des trusts qui ont trop de puissance. Mais ce qui me préoccupe, c'est pas tellement ça, c'est surtout que cette tentation de protéger sa prospérité, encore une fois le modèle scandinave, en se repliant sur soi, en se fermant au monde. C'est une illusion, pas seulement économique. Mais moi, je le vois, je dirais, des exemples familiaux plus proches, différences de comportement selon l'âge des enfants. La conscience politique n'est pas la même selon l'âge. Et la situation économique, probablement non plus. Et donc, il y a cette volonté de se protéger, si vous voulez, de se refermer. Ça n'empêche pas de voyager. Encore une fois, il faut qu'on interroge beaucoup plus cette évolution politique consternante de la société suédoise. Qu'est-ce qu'il y a après la social-démocratie et l'État-providence? C'est ça ma question. Et on a aujourd'hui des mouvements, j'aime pas appeler populistes, mais qui sont des mouvements nationalistes en réalité, de repli sur soi national. Il y a le repli sur soi, mais je ne suis pas du tout compétent pour en parler, je ne suis pas sociologue ni encore moins politiste, mais je vois une convergence croissante entre ce repli sur soi qui a des vertus de consolation et des rhétoriques de repli national. Et ces rhétoriques de repli national trouvent leur public électoral. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut interroger, mais je ne suis pas capable d'aller au bout. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les trois. Ça n'est pas terminé. Nous avons encore un bon quart d'heure pour des questions. Donc, vous êtes bienvenus. Levez la main et on vous donnera la parole. Alors là, je vois une première personne au deuxième rang. Oui, il faudrait éclairer un peu la salle si c'était possible, parce que... Là, au deuxième rang, puis ensuite devant. Non, là, derrière vous. Oui, Michel Fouché, vous parlez de la société suédoise qui se replie sur elle-même. Moi, j'ai envie de parler de la société française qui se replie aussi sur elle-même. C'est quand même assez aberrant de voir la polémique autour des migrants. Dernièrement, on nous annonce, enfin le ministre de l'Intérieur nous annonce que 44 personnes sur 260 et quelques vont être expulsées vers leur pays d'origine. Alors
que leur cas n'a même pas été observé. Donc je pense que le repli sur soi, il est un peu général, quoi. Et même en France. On va peut-être prendre une ou deux autres questions et puis on... Alors il y avait devant là. Bonjour. Bonjour. Allez. Je prends cette dernière phrase rhétorique de repli national et je suis d'accord avec cette dame qui a dit qu'il fallait voir ce qui se passait en France. Je ne sais pas pour toutes les personnes qui sont ici, mais je commence à être très effrayée de voir autour de nous, même parfois dans la sphère un peu privée, des gens qui ont un discours de repli national, et je pense qu'on se comprend tous là-dessus, même des personnes qui intellectuellement paraissent armées. Et du coup, je me dis, enfin, je m'interroge, je suis venue pour la première fois à ces entretiens, et je m'interroge, je me dis, toutes les personnes dans cette salle, évidemment, ne sont peut-être pas happées par ce repli national, mais la question, c'est que faire pour ne pas être dans l'entre-soi des gens qui sont à peu près tous d'accord, que faire pour aller vers ces personnes qui sont désarmées, qui ont parfois des arguments intéressants, et que si on se bouche le nez tout le temps, finalement, ça contribue aussi à davantage de repli national et à de fractures sociales. Et actuellement, ça m'inquiète énormément. Comment on fait ce pont avec toutes les catégories sociales, pardonnez-moi ce terme qui n'est peut-être pas bien approprié, mais comment on fait ce pont avec toute la société civile? Alors, on va peut-être prendre une troisième question, et puis je demanderai à chacun d'essayer de répondre sur tel ou tel point. Alors, oui, si on n'y revient pas. Oui. Donc, simplement, pour peut-être faire le pont entre les trois, et en jouant un peu sur les échelles, est-ce que derrière ce que vous évoquiez, Michel Fouché, il n'y a pas aussi fondamentalement une poussée de l'individuation aux dépens du collectif? C'est pas simplement un repli sur l'espace intime, c'est aussi un repli sur l'individu, avec ce qu'on a observé à d'autres périodes, crise d'identité nationale et sociale, atomisation de la société, perte des repères collectifs que vous évoquiez, et cette atomisation se traduisant à l'intérieur même de la sphère intime par finalement la centralité de l'individu. Donc je m'interroge un peu sur l'évolution actuelle. Je suis beaucoup moins optimiste que vous sur les résultats de l'étude de la Fondation Jean Jaurès avec le CEVIPOF sur la 10e, 11e vague, je ne sais plus, sur la capacité d'engagement en cas de guerre, en cas de crise. Le contraste était absolument frappant entre le contexte ukrainien que vous évoquiez et la capacité de mobilisation de l'individu dans le collectif, et puis la situation française, et qui d'ailleurs était, le contraste étant pensé aussi et dit explicitement, on l'a constaté chacun autour de nous. Merci beaucoup. Donc je vais permettre un petit tour de table. Pour certains, est-ce que vous voulez bien réagir à telle ou telle des propositions ou des questions que vous avez entendues? Alors, je vais peut-être tenir un propos totalement décalé sur cette question de l'identité, parce qu'au fond, ce dont on a parlé dans nos trois interventions, c'est ce gros mot qui s'appelle identité. Et je convoquerai une pensée qui n'a pas été convoquée, mais qui m'est proche, qui est celle d'Édouard Glissant. Et précisément, cette question de avoir une chambre à soi, ce n'est pas forcément un repli sur soi. Faire une réunion non mixte, ce n'est pas forcément un repli sur soi. Prendre la rue comme le 7 mars 2019, juste avant le confinement,
par les jeunes femmes parisiennes de la place des Fêtes jusqu'à la République, dans une manifestation non mixte, ce n'est pas un repli sur soi. C'est aussi, à un moment donné, une affirmation d'une, je dirais, d'un désir très fort. Et si je convoque Glissant, c'est que ces temps calmes et ces temps chahutés, ces chaos, comme il les disait, le chaos du monde, il produit beaucoup de choses. Il produit plein d'imaginaires, il produit plein de rencontres. Moi, je suis frappé par la jeunesse qui est certes une jeunesse très urbaine, mais on en parlait avec Hervé Lebras à midi. La jeunesse, elle va dans les villes. Et dans nos villes, eh bien, ce sont des villes créoles. Ce sont des villes où on parle plusieurs langues. Ce sont des villes alors, je crois, moi, plus la littérature pour moi, elle est devant les sciences sociales, elle est devant la politique, et très souvent, eh bien, elle dit quelque chose. Les poétiques, elles disent quelque chose qui est que les frontières, c'est derrière nous. Encore une fois, le mot d'ordre du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, c'est liberté de circulation. Cette vieille organisation début des années 70 qui a fait puisqu'il s'agissait de parler de droit ce matin, qui a fait en sorte, et puisqu'il a été question d'immigration et d'irrégularité de séjour, eh bien cette liberté de circulation des idées, ce que Michel Perrault vous disiez, des gens, ce qu'on a vécu, tout un chacun avec la chute du mur, c'est quand même soudain on oublie ce moment extraordinaire de 89 qui s'est répliqué ailleurs, en Afrique, ailleurs, etc. Et donc moi, je crois et j'ai envie, parce que simplement, mais là, c'est vraiment une observation, pas de chercheur en sciences sociales, c'est une observation citoyenne, témoin un peu du monde, et témoin privilégié, puisque je suis riche, blanc, homme, voilà, et ce que je vois autour de moi, c'est plutôt réjouissant, certes. Certes, oui, il y a la guerre en Ukraine. Certes, il y a Poutine. Certes, il y a. Mais je veux dire par là que ces conflits, ils sont dans, comment dire, ils sont. Il faut ne pas. Enfin, ils laissent pas indifférents. Être contemporain de ces guerres, être contemporain d'une pandémie, comme ont été toute notre jeunesse. Tous ces lycéens qui sont pas allés, qui sont restés chez eux, ils ont fait plein de choses pendant ce temps-là. Ils ont inventé d'autres manières d'être ensemble, du commun. Donc, vraiment, ma réaction, en fait, elle est un peu de dire, mais il y a aussi quelque chose qui s'ouvre. Il n'y a pas quelque chose seulement qui se ferme. Et cette estime, pour moi, il n'est pas du tout à bannir. Le printemps arabe, il s'est fait avec des téléphones portables. Les printemps arabes, ils se sont faits avec des téléphones portables. Donc, vous en parlerez demain, mais il n'y a pas que du... Enfin, comment dire, voilà, je veux dire simplement que je crois, et c'est pas le rôle d'un historien, mais que... et c'est pas... Mais voilà, que le mur peut tomber. Donc que la frontière peut disparaître. Michel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voudrais dire que j'ai du mal à comprendre le monde actuel. Même dans notre discussion, là, en ce moment, notre échange, nous sommes contradictoires. Hein. Michel, vous montrez, vous au contraire, une espèce d'assomption du privé, le privé étant comme la valeur, refuge, la famille, etc. Moi, j'aurais eu tendance à montrer que, au contraire, la frontière entre le public et le privé est complètement brouillée,
avec un privé qui devient public, qui est souvent accaparé par le public avec un flou des frontières. Et de même, j'ai eu du mal à comprendre les questions. Hein, peut-être parce que... Non, mais prenons les choses. D'une part, vous avez du mal à formuler les questions, et moi, j'ai du mal à les comprendre parce que les concepts changent, les situations changent. C'est pour ça qu'il est, à l'heure actuelle, tellement important, je le dis sans démagogie, hein, d'écouter la jeunesse, de savoir comment vous voyez actuellement les choses. Et on se rend compte, dès qu'on a contact avec des gens jeunes, très jeunes même, les 15-16 ans, comme ça, qu'ils ne mettent pas les mêmes choses sous les mots. Donc l'importance de préciser les mots. Qu'est-ce que ça veut dire vie privée aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le bien commun? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc j'ai le sentiment que c'est difficile, qu'il faut redéfinir les choses, écouter beaucoup, savoir ce qui se passe. On n'est plus dans la même type de société. Maintenant, je serais comme Philippe, assez optimiste quand même, parce que il me semble que justement il y a des capacités de réinvention d'autres choses, parce que il faut pas faire du modèle d'autrefois, celui que j'ai un petit peu essayé de décrire, un modèle désirable, hein. C'était quand même un modèle normé, rigide, dont au fond on a cherché à se libérer, notamment les femmes. Le modèle proposé aux femmes dans les sociétés que j'ai évoquées était un modèle de clôture, d'enfermement, et les femmes ont cherché à s'en libérer. Qu'elles s'en libèrent aujourd'hui, qu'elles se conduisent autrement, qu'elles contribuent d'ailleurs à brouiller les frontières entre le public et le privé, certainement elles le font. Ça me paraît probablement une conquête. Donc, je ne donnerai pas de conclusion péremptoire à cela. Mes points d'interrogation sont très nombreux, et simplement je pense qu'il est très important de s'emparer des questions et de réfléchir. C'est pourquoi Vive Auxerre, hein, qui pose ces questions, c'est très important qu'il y ait des petits groupes, des groupes plus importants. Il faudrait que la sociabilité, elle l'est, je crois, soit très active aujourd'hui pour s'emparer des questions et essayer de trouver... Et vive la jeunesse, hein, à vous. Merci Michel, merci. Donc Michel, oui. Quelques minutes parce que nous approchons de la fin. Ça sera très court. Et c'est pas du repli sur soi. C'est que les entretiens d'Auxerre sont construits de telle façon que les questions qui se posent à un moment à une table ronde sont susceptibles de trouver leur réponse dans les tables rondes suivantes. Par exemple, individu et collectif, c'est le sujet de la table ronde qui vient. Repli sur soi, privé, public, la politique dans tout ça, c'est la conclusion. Michel Vivorca, Pascal Perrineau, animé par Valentine Zuber. Et sur les réponses concrètes, sur le deuxième intervention, il faut sortir des généralités. Là, on débat et voir concrètement quelles sont les différentes réponses effectivement apportées, ou bien là où ça bloque. Ça peut être un blocage administratif, ça peut être des blocages fantasmatiques, peu importe. Mais moi, je ne suis pas pessimiste au sens où je trouve que depuis quelques années, il y a une réhabilitation de l'État et du rôle du politique. C'est pour ça que j'ai cité Anne Arendt, qui est au cœur de la sphère publique. Donc voilà la conclusion, mais soyez un peu patients pour vos réponses. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons 5 minutes d'avance.
Je crois qu'on va les garder, hein, parce que ce serait, on les perdrait assurément si on devait faire un deuxième tour de questions. Mais vous avez gardé vos questions précieusement. Vous aurez toute occasion de les poser à une prochaine table ronde. Merci à vous tous. Donc une pause de 15 minutes. On reprend à 16h.